Merci de participer à ce podcast Banous. Avant de commencer à te parler du Product Market Fit et du Go-to-Market, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci, Laurent. Et donc, moi, je m'appelle Coralie Dussard. J'ai 33 ans. Je suis la fondatrice de SPAG. On est un cabinet de growth marketing ou de marketing digital. Et je suis aussi la fondatrice d'un jeu de société qui s'appelle Mimetix. Je suis pas sûre qu'on en parle aujourd'hui, mais peut-être que je pourrais illustrer avec ça. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode un peu particulier, parce que généralement, on parle vraiment marketing digital. Là, c'est un petit peu plus entrepreneurial et business. Je trouvais la notion de product market fit intéressante. Avant de commencer à en parler, est-ce que tu peux me donner ta définition de ce terme ? Oui. Juste pour revenir aussi, le product market fit, il est quand même hyper lié au marketing digital en général, puisque ma définition ou notre définition chez SPAG du product market fit, c'est plutôt d'essayer d'être sûr qu'on a le bon produit, que le produit a trouvé son marché, et surtout qu'en fait, au moment où on veut accélérer et faire du marketing digital, justement, on a un peu tous les voyants qui sont ouverts pour commencer des vrais tests, et qu'on a bien trouvé... qu'on a trouvé son marché, sa cible, son audience, qu'il y a un intérêt, que le produit a été adoubé, validé, voilà. Ok, mais alors justement, comment tu sais que... Alors, tu vas me dire, Laurent, c'est stupide comme question, c'est si jamais j'arrive à vendre mon produit, ça veut dire qu'il a été adoubé en quelque sorte par mes clients, mais est-ce qu'il y a une méthodologie justement ? Comment tu fais pour tendre vers le produit parfait pour tes clients ? Ouais. Je pense que c'est un peu un mindset, c'est une méthode alors je vais faire beaucoup d'anglicisme, je suis désolée, mais parce que le test and learn en français c'est pas chouette. On essaye et on apprend. Disons qu'en de toute façon on part d'un point A qui est un produit ou un service qu'une personne a créé, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. Donc les gens ont eu une idée, ils ont fait des premières recherches sur le marché, ils ont créé leur produit. Après, la question, c'est est-ce que ce produit va plaire ? Donc, il faut essayer de le vendre à un premier cercle de personnes. Donc, au début, c'est souvent ses cercles d'amis ou son premier cercle, comme on dit. Mais la question, c'est est-ce qu'on arrive à passer un deuxième cercle avec des connexions avec ce cercle 1 ? Et puis après, le cercle 3, où il n'y a vraiment plus personne avec qui on a des liens et qui achète vraiment le produit pour le produit. Donc, en fait, ça demande un peu de temps déjà d'essayer de passer à ce cercle 3. Et dès qu'on est à ce cercle 3, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens ont acheté ce produit ou ce service. Et je me rends compte souvent, nous, chez nos clients, que les gens, en fait, ils ont presque peur de parler à leurs clients, souvent. Ouais. Donc, ils oublient de faire le basique, de les appeler, essayer d'être proche d'eux, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les a fait passer à l'acte, pourquoi ils achètent le produit. Ça, c'est pour le premier achat. Et puis après, pourquoi ils réachètent, parce que c'est surtout ça qu'on veut savoir, pourquoi ils deviennent fidèles à un produit ou un service. Et pour ça, il y a plein de techniques. Est-ce qu'ils laissent des avis ? Il faut être très, très regardant sur les avis, comme pour les restaurants. Est-ce que les avis sont bons ? C'est quand même... en plus, c'est instantané, donc on sait tout de suite. On peut demander faire des questionnaires de fidélité par email, mais le mieux, c'est quand même de les appeler, de leur parler, quitte à les faire venir un peu, d'essayer de créer une communauté de ces gens qui ont acheté le produit sans nous connaître. Ouais, c'est marrant par rapport à ce que tu dis, parce que c'est quand même le monde du biais cognitif, en fait, ce sujet. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on se voile un peu la face. Son produit, c'est le meilleur avant même d'avoir questionné ses clients. Donc, ce que tu dis, pour moi, ça résonne énormément. Et c'est également parler à la place de son client, en fait. C'est-à-dire que j'ai une feature, c'est sûr, elle va cartonner, mes clients l'attendent. Exactement. Et donc, finalement, c'est la feature qui ne sert à rien et qui a été chronophage pour l'entrepreneur. Tu as commencé à y répondre un petit peu avec des questionnaires clients. Concrètement, on va essayer de splitter la conversation en deux phases, c'est-à-dire avant le lancement, qu'est-ce que je fais ? Et après le lancement, qu'est-ce que je fais en fait ? Parce que finalement, fondamentalement, oui, après le lancement, tu as déjà des clients théoriquement et tu vas les questionner. Mais avant, comment tu sais que le produit que tu vas lancer est le bon ? Oui. Alors, je vais peut-être prendre plusieurs exemples qui me viennent en tête. Puis je rebondirai aussi sur ce que tu as dit avant qui me parle pas mal, sur les biais. Avant le lancement, généralement, il y a quand même une petite étude qui est faite. Alors, on nous parle souvent, quand on fait des études, des études de marché, de son business plan, etc. Finalement, c'est pas inutile quand même de regarder un peu le marché dans lequel on évolue. Est-ce qu'il y a déjà des produits similaires, pas similaires
Est-ce qu'on est dans ce fameux océan bleu ou océan rouge? Est-ce qu'on a beaucoup de concurrents ou pas? Ça, c'est la première partie, très étude de marché. D'accord. Nous, même en étant un cabinet de marketing digital, il y a des gens qui nous demandent de les aider à faire cette étude concurrentielle pour se rendre compte aussi de la maturité concurrentielle. Parce que parfois, il y a des concurrents, mais ils ne sont pas très matures, pas très exposés, pas très... Voilà, donc on peut se lancer quand même et aller plus vite, plus fort qu'eux. Cette petite étude de marché. Après, il y a toute la série d'utiliser son cercle 1, ses friends, family, les gens qu'on connaît ou les cibles similaires. Aujourd'hui, je pense que ça se fait de plus en plus avec LinkedIn, de se dire, je veux créer par exemple un SaaS en RH, je vais aller contacter quelques RH sur LinkedIn et puis leur demander un peu leurs avis pour co-construire avec eux. En fait, de la même manière qu'il y a des bêta-testeurs pour les logiciels, on peut très bien faire des bêta-testeurs pour tout. Moi, pardon. Ouais, non, je te coupe maladroitement. Souvent, l'entrepreneur, il a peur de se faire piquer son idée. C'est la phrase qui revient tout le temps. Je ne vais pas communiquer sur mon produit parce que j'ai une idée de génie et je vais me la faire piquer. Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Ouais, non, mais clairement. Et en fait, déjà, un des conseils, on pourrait dire, osez parler de vos produits, en fait. Ouais, Alors, soyez un peu futé si vous avez une petite martingale, etc. Peut-être... vous n'en parlez pas de prime abord, mais en tout cas, testez votre produit. Ce qui compte, c'est l'exécution après coup. Enfin, tout le monde l'a toujours dit, mais si l'idée de génie, quelqu'un l'a déjà eu avant, si c'est qu'une idée. Donc, en fait, il faut que, si c'est un très bon produit, il faut qu'il soit développé, et puis il faut qu'il y ait du faire savoir sur ce produit. Donc, et donc, je voulais dire là-dessus, par exemple, Mimetix, le jeu de société que j'ai créé, au début, on s'est dit, c'est une bonne idée entre nous. Mais bon, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Donc on en avait fait un peu des prototypes, mais sans se lancer dans un prototype énorme. Sur des petits papiers, on a fait jouer des gens, mais pendant 3 ans avant de se lancer vraiment. Jusqu'à ce que tout le monde nous dise vraiment c'est trop bien, et qu'on voit aussi un peu les pain points. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte, donc c'est un jeu de mime des expressions françaises, que les gens en fait tournaient toujours autour des mêmes expressions. On s'est dit bon, ok, il faut qu'en fait on leur donne des cartes avec des expressions, sinon ils vont toujours mimer, avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi. On va pas s'en sortir parce que c'est les seuls qui reviennent à chaque fois. Donc ça nous a aidé un peu à affiner. Donc au moment où le jeu est sorti, en fait on l'avait co-créé, quoi, avec nos potes, avec les gens avec qui on avait fait jouer, et là on est presque sûr de trouver un marché, ou en tout cas on s'est adressé cette cible là. Puis après on découvre l'autre exemple de après lancement. Quand on met le jeu sur le marché, il faut aller au contact aussi, parce que c'est facile aussi de se mettre derrière un écran et de se dire qu'on fait que des ventes par digital. Aujourd'hui, même quand on vend en B2B, on peut faire des ventes en physique, aller dans des salons, pitcher, se confronter à des réactions en live. En B2C, c'est encore plus simple. Si je reprends l'exemple du jeu pour terminer, on a fait beaucoup de marchés de Noël, de foires, pour être face aux clients, jouer, leur montrer qu'est-ce qu'ils comprenaient pas, qu'est-ce qui les déclenchait l'achat, voilà, tout ça nous aide à avoir des arguments marketing. Voilà. Clairement. En fait, c'est le truc que je vois, moi, par rapport à mes petites expériences, c'est que, d'une part, on ne peut pas tout conceptualiser en amont et derrière son ordinateur. Il y a des réactions des clients qui sont presque... qui sont improbables, donc il faut justement se confronter à ça. Et souvent, en fait, par rapport au biais de confirmation, ça évite d'en avoir, justement. C'est-à-dire, je vais me frotter à la réalité des choses, et puis finalement, c'est plus intéressant de parler avec des vrais gens et de faire évoluer son produit avec des vrais retours, quoi. Mais parfois, ça fait peur. Je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas. En fait, j'ai quelques réponses, en tout cas, quand je pense à nos clients, mais il y en a qui ont cette idée à qui ils veulent vendre leurs produits. C'est un peu la cible, le persona. Voilà, je veux toucher les femmes de 35 ans, bobo parisiennes, parce que c'est cool. Alors qu'en fait, dans la réalité, le produit, il plaît à, je sais pas, des familles en province de 50 ans, par exemple. Ils se confrontent pas au marché, parce que du coup, sinon, ils devraient vraiment adapter leur image de marque, leur marketing, pas mal de choses. Et il y en a qui n'ont pas envie, je pense, de confronter la réalité avec le... Clairement. Enfin, se voiler la face, voilà, c'est tellement satisfaisant. Il n'y a pas de problème, je suis dans mon tunnel, etc. Ok, très clair. Donc, discuter en amont du lancement avec vos pairs sur votre produit. Après le lancement avec vos clients, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ?
Oui, et puis j'ajoute juste là-dessus, si on reprend l'exemple, entre nos pairs avant et notre cible potentielle et puis nos clients, nous on s'est rendu compte pour Mimétix que finalement c'était pas les gens de notre entourage spécifiquement qui achetaient le plus, mais des mamans de 50 ans et plus qui achetaient parce qu'elles voulaient créer de l'unité dans leur famille. Et ça on l'avait pas anticipé, mais c'est pas grave. Voilà, après il faut juste agir vite, enfin en tout cas réagir ou se dire bon bah ok, c'est eux notre cible qui achètent le plus le jeu parce qu'ils ont cette envie de créer du lien. Ok, il y a les 30 ans, les 25 ans parce qu'ils aiment jouer, mais ça c'est vraiment une cible qu'on n'avait pas imaginée. Bah, allons leur parler et changeons un peu nos canaux, quoi. Et de l'autre côté, c'est pareil, quand il y a des avis négatifs, on parlait des avis tout à l'heure, positifs sur des produits qui aident à avancer. Faut pas non plus prendre tous les avis négatifs comme... voilà, c'est pas parce qu'il y a un client qui dit que c'est vraiment nul qu'il est représentatif. Il y a un peu ce sujet de la représentativité, de la statistique un peu. Souvent, dans les customer success, les teams de customer success, ça s'excite en disant voilà, on a un client pas content du tout. Oui, c'est 1 sur, je sais pas combien, sur 1000 par exemple. Et puis c'est la règle du jeu en fait, finalement. Enfin, tu lances un produit, forcément, il va pas toucher sa cible à chaque fois et il peut pas plaire à tout le monde. Exactement, et peut-être que en fait, les remarques qu'on te fait un peu négatives, bah, ça va te permettre de te remettre en question, de développer d'autres choses. Et mais c'est pas toujours significatif, non, c'est ça évidemment, que je veux dire. Voilà. Et de la même manière qu'on se voit de la face, tous les avis 5 étoiles ou très positifs ne sont pas forcément significatifs. Et voilà, donc il faut savoir faire la part des choses là-dessus, je pense. Ok, très clair. Les avis, les retours, etc. Ok. J'ai créé mon produit, j'ai questionné mes pairs, mes potentiels futurs cibles, etc. Je lance mon produit, c'est quoi la démarche à la suite de ça? Donc, tu as parlé du test and learn en permanence, donc est-ce que tu peux un peu parler de ce concept? Oui, bien sûr, c'est une méthodologie, alors que nous, on utilise beaucoup. Alors, c'est une méthodologie qui est plus facile à mettre en place en ligne, enfin en digital. Le principe du test and learn, c'est déjà de faire des tests significatifs. J'y reviens sur le mot encore significatif, mais des tests qui ont assez de volume et qui sont assez précis pour qu'on puisse en tirer des vraies conclusions, parce qu'on a souvent le cas de gens qui ont l'impression d'avoir fait des tests en disant non mais ça j'ai essayé, ça marche pas. Il faut essayer dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est le premier point, je vais y venir après. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on cible, à quel moment, et est-ce qu'on peut comparer. Il y a le sujet d'être capable de comparer dans la méthode. Donc on va lancer, par exemple, si je prends la publicité, par exemple, des publicités sur Facebook, sur notre audience des mamans de 50 ans, des femmes de 35 ans, etc. Pareil sur Google, pareil sur Pinterest, etc. Et c'est de pouvoir comparer plusieurs choses. Donc en fait, le principe du test and learn, c'est du multi-axe. On va tester des audiences, des cibles. Est-ce que c'est plutôt la femme de 50 ans, la femme de 35, etc. Face à ces cibles, les bénéfices, les axes marketing. Est-ce qu'il y en a une qui est plus réceptive est-ce que c'est plus pour, je reprends l'exemple du jeu, plus intergénérationnel ou plus pour se marrer en soirée ou plus pour faire des cadeaux de pot de départ, voilà. Et puis suite à ça, est-ce qu'il y a des formats publicitaires qui marchent mieux? Il y a au moins 3 dimensions. Quoi. C'est un peu, alors moi je le disais, et c'est ça qui est horrible, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait du marketing il y a 200 ans. Parce qu'en fait, finalement, c'est en permanence faire de l'A/B test, A/B tester en emailing ses objets, ses ciblages. En fait, tout A/B tester en permanence, finalement. Et à chaque fois, choisir la meilleure option et remettre une nouvelle option sur le marché pour toujours challenger la dernière, en fait. Exactement. Oui, ça reste effectivement de l'A/B testing. Le principe de l'A/B testing, c'est qu'on a l'impression que c'est A versus B, alors que dans le test and learn, c'est multidirect, c'est multidimension. Mais par contre, il faut être sûr de bien faire des tests qui sont valables. Donc c'est ça, c'est un peu la méthode derrière, et qui là fonctionne pour de la cible. À la différence de l'A/B testing qu'il y avait en CRM, où on fait sur sa propre audience qu'on sait qualifier, et là on vient chercher les détails. Là c'est un peu plus exploratoire, tout à fait. On est des explorateurs, mais c'est exploratoire, c'est un peu plus exploratoire. D'accord. Voilà. Ok. Et ça, pareil, je pense que il faut se faire violence, et ce que tu as dit sur des tests qui sont valables, c'est essentiel, parce qu'on a toujours tendance à choisir les tests qui nous arrangent. Exactement. Et le bruit statistique, ça existe, et les incohérences statistiques, ça existe, et il faut avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Et pour le coup, moi, une boîte qui le faisait super bien à l'époque quand j'y étais, c'était chez Criteo. On avait justement des analystes. Bon, après, c'était multinational avec
des ressources de dingo, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait des gens, des super matheux qui nous permettaient de déterminer des tendances viables, etc. Donc, après, quand on se lance, bien évidemment, on va pas avoir 3 millions de retours. Donc voilà, il faut essayer d'avoir un minimum de volume, ou au moins le plus de volume possible dans sa cible, même si elle est niche, par exemple. Mais surtout des choses qui sont comparables, tant sur la durée que sur les choses testées. Voilà, par exemple, nous, on travaille pour un groupe de cosmétiques dans les départements innovation, où ils sont un peu plus sensibles à ces méthodes-là, où avant le lancement d'un produit, on va tester la cible pour voir s'il y a du répondant, si elle est intéressée. Donc on peut faire une fausse marque avec une landing page qui explique le futur produit qui n'est pas encore créé. Des publicités avec différentes couleurs, pubs, messages, etc. auprès de cette cible, et on regarde si elle est alors c'est très clair sur la landing page en disant que c'est un produit qui va être développé et que s'ils veulent dès qu'il est développé qu'on leur parle, ils peuvent laisser leur adresse mail, et sinon ils ont des questionnaires à répondre. Est-ce qu'ils seraient intéressés par ce produit, oui, non, pourquoi, etc. Donc après on retourne presque dans du sondage en fait dans la méthodo. C'est juste que pour amener à du sondage, on a des techniques un peu gross de fake brand, de landing page, de publicité qui emmènent à du sondage. Et voilà, et ça donne des super idées d'un point de vue produit. Est-ce que le produit intéresse ou pas? Si oui, sous quel packaging, quelle couleur, quel machin. Et qui diffère un peu de ce que les grands groupes font aujourd'hui en focus group, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec les départements innovation des grands groupes, parce que c'est eux qui ont plus cette manière de penser là. Ah, si on devait monter une nouvelle marque ou une nouvelle start-up, il faudrait qu'on teste. Comment on fait pour faire ça? On pourrait passer par des boîtes comme Spag. Et après, une fois qu'on a testé ça, ça donne aussi d'un point de vue très business, à quel coût on pourrait toucher cette cible-là. Et donc ça nous permet d'avoir un lien avec le business plan du nouveau produit, de se dire, OK, il faut que vous prévoyez tant en budget d'acquisition, c'est ça les ratios, etc. Il y a tant de volume possible, machin. Voilà, donc en fait, après, on va plus loin dans la prévision des ventes et des coûts, etc. Comme un mini PNL. Quoi. Ouais, OK, très, très clair. Donc, on a vu le questionnaire, les questions, etc. Ensuite, des espèces d'A/B tests multimodal sur l'ensemble des leviers. Est-ce que tu as d'autres points pour valider encore une fois ton produit? Parfois, on fait des mix de quanti et de quali. Un peu après, je viens aussi un peu du milieu des études, donc voilà, je connais, mais on a ces tests quanti. Et par exemple, si je prends l'exemple du B2B, est-ce que ça peut intéresser des entreprises Est-ce que B2B? tu peux juste définir pour les gens qui ne connaissent pas quantitatif et qualitatif, des tests quantitatifs, on va plutôt regarder, comme je le disais tout à l'heure, la significativité du volume, des chiffres. Est-ce qu'on a assez de répondants? Et puis après, c'est plutôt des statistiques. Du qualitatif, on va plutôt faire comme je le disais au début, on cherche des verbatim, on cherche des ressentis des personnes, leur avis, leur opinion. Donc on est plus sur du subjectif, mais qui est censé être dans notre cible. Et puis en mixant tout ça, généralement, ça donne un bon aperçu. C'est jamais général, mais ça aide. Quand on fait du B2B, par exemple, et qu'on veut tester son marché, ça nous arrive beaucoup en ce moment quand on travaille notamment avec la BPI pour des PME industrielles. Donc des PME industrielles qui veulent chercher une cible B2B. On va, nous, par exemple, scraper des emails de leur cible et envoyer des séquences d'emailing pour voir si ça marche. Donc là, nous-mêmes, on teste l'appétence sur les emailing. Et donc, ça nous donne une certaine notion d'intérêt. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour ce produit, ce machin? Et ensuite, on les invite à parler avec nous un peu plus donc on fait du mix, du quanti. On va essayer de voir un nombre de personnes qui va cliquer sur nos emails et répondre. Et une fois qu'on a des touches, on essaye d'aller un peu plus loin pour former ces co-builders, ces bêta-testeurs. Voilà. C'est pareil, quoi. C'est juste pas le même nom. C'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, c'est quand même, c'est très focus, grosse boîte. Est-ce qu'il y a la petite boîte, elle fait quoi dans tout ça, en fait? Est-ce qu'elle peut faire des choses? Carrément. Nous, c'est ce qu'on a fait pour Mimetix, par exemple, qui est aussi un side project pour moi. On a lancé nos pubs avec différents visuels. Mais on le fait même, par exemple, sur du SEO, en référencement. C'est-à-dire, on écrit un premier article en se disant, c'est sûr, ça va nous aider à gagner des positions. Puis après, on se dit, ah ben non, on en teste un autre. Par exemple, des expressions françaises. Puis après, on se dit, ah non, le top des mimes.
ça va nous apporter des... Voilà. Donc en fait, on teste petit à petit, on apprend. D'accord. C'est Ça- pas réservé aux grands groupes, Non, quoi. pas du tout. Ok. Les grands groupes, c'est juste qu'ils font appel à des agences comme nous ou des cabinets comme nous pour le faire pour eux. Mais en petit projet, c'est aussi possible. Ce qu'il faut faire attention dans les petits projets, souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens ont l'impression d'avoir testé. Ouais. Et en fait, pas correctement. Ils se sont pas dit... Faut prendre, je pense, le pli de documenter avant de tester pour voir si notre test il est valable et surtout pour se souvenir de ce qu'on avait testé. Là, ça donne un peu plus de se dire, OK, de telle période à telle période, j'ai mis tel budget sur telle audience et ce que je voulais voir, c'est... Ça nous force aussi, en fait, à dérouler un procédé de test. Sinon, de mettre une pub et dire, bon, ça n'a pas marché sur LinkedIn. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait, on ne sait pas. D'accord, ouais, donc... c'est comme toujours, quoi, c'est la méthodologie, les choses qu'on Exactement. met en place pour... En fait, c'est toujours avoir ce petit côté, je réfléchis 5 minutes avant de lancer une pub sur pourquoi je la fais, l'objectif, etc. Je le mets sur papier j'historise les résultats et ensuite je change une variable, le call to action, après je change l'objet, après je change... Mais ça paraît pas naturel quand on a un petit projet de documenter ou d'écrire. Ouais. Et je pense qu'en fait, il faut se dire que déjà, ça passe vite. Moi, par exemple, ça fait 5 ans que j'ai mon side project, donc... Voilà, et je me souviens plus des premiers tests que j'ai faits première année, donc les cordonniers les plus mal chaussés, c'est pareil. Mais si j'avais bien documenté, là, ça serait intéressant, parce que je pourrais voir aussi. Puis les marchés évoluent. Donc un test qu'on a fait il y a 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, en fait, 2 ans après, avec, je sais pas, avant Covid, après Covid, déjà, les tests, c'est plus les mêmes. Le marché, il est plus pareil. Donc on peut refaire des tests aussi, et voir si ce qui marchait avant marche encore, et ce qu'on doit changer pour que ça fonctionne. Ok, super, très clair. Est-ce que tu as des ressources à partager, des sites web qui sont cool, des bouquins, des podcasts, n'importe quoi pour aider nos auditeurs à un peu définir ce concept? Alors, des livres de test and learn, je ne sais pas si ça existe vraiment. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur les biais cognitifs. Être assez conscient des biais, ça aide déjà. Donc, je pense que tu connais ce livre, mais tout ce qui est Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, c'est quand même une bible. D'accord. Non, pour être très franc, sur Banous, je dis toujours la vérité, je ne connais pas, donc j'irai voir. C'est super, ça explique un peu tous les biais cognitifs, avec notamment tous les tests qui ont été faits par Daniel Kahneman, qui fait de la science de comportement, psychologie aux États-Unis, et qui explique comment il a déterminé ces biais comportementaux. D'accord. Ça, je pense que ça aide déjà à comprendre aussi les comportements d'achat, tout ce qui est la prise de décision psychologique dans un achat. Après, les méthodos de test, un peu growth marketing, il y a un livre qui s'appelle Growth Hacking de Sean Ellis, qui est un peu qui a été écrit il y a une dizaine d'années quand même, mais qui est la bible de ce qu'est le growth, donc notamment comment on trouve comment on crée son produit, comment on fait son product market fit. Donc ça, c'est pas mal. Et puis je dirais, il y a aussi Andrew Chen du fonds Andreessen Horowitz, qui est un fonds aux États-Unis, qui fait une newsletter qui est très bien, qui a écrit des livres aussi, et qui donc cette newsletter, c'est A16, A16. D'accord. Très pointue sur les sujets un peu de growth et de tests, et eux ils expliquent bien tout ce qui est product market fit avec des exemples très américains, mais voilà. Donc Andrew Chen. Bon, on mettra de toute façon tous les liens, comme veut la coutume, dans la description sur le site banous.com. Merci beaucoup, Coralie. Merci à toi, Laurent. Où est-ce qu'on peut te suivre, tout simplement? Sur LinkedIn. Moi, je suis très classique là-dessus. Ouais, LinkedIn, mon LinkedIn perso. Spag pour avoir des conseils, justement, marketing digital, test and learn. On explique pas mal nos méthodes, on donne des cas sur notre site aussi, donc ça peut peut-être aider. Ou même sur notre chaîne YouTube, il y a des témoignages de nos clients qui expliquent ce qu'on a fait comme test, donc ça peut donner des idées aux gens. Et je parlais de l'exemple de Mimetix, on a un site, mimetix.fr, pour après acheter notre jeu. Donc, tu sais quoi, j'irai voir à l'issue de... Ça pourrait voir le site qu'on a A/B testé. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'ailleurs, Banous a lancé une newsletter depuis quelques mois maintenant, grâce à des bénévoles. Alors, je pense à Vincent, à Stanley, à Romain, à Youssef, à Shahin. Enfin bref, plein de gens super sympas qui écrivent bénévolement sur le marketing digital chaque mois. Je vous invite à vous y abonner. Puis voilà, et puis écoutez, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et puis on se dit à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.